Dans cet épisode un peu particulier, nous avons eu la chance de partager un moment exceptionnel avec 4 triathlètes, et non des moindres, qui ont accepté de prendre un peu de leur temps lors de leur stage de préparation pour répondre aux questions du PPTC. Arnaud Guilloux, Romain Guillaume et le binôme Cyril Viennot et Thibaut Rigaudot, tous aussi chambreurs que performants, vont nous partager l'importance pour eux de se retrouver lors de ce stage afin de préparer leurs prochaines échéances. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode très spécial car nous avons la chance d'interviewer non pas un triathlète, ni deux, mais 4 triathlètes professionnels. Et oui, et pas n'importe lequel. J'ai nommé Arnaud Guilloux, Romain Guillaume et le binôme Cyril Viennot, Thibaut Rigaudot. Messieurs, bonjour à vous. Salut. Merci d'être là, de nous accorder cette interview spéciale. Qu'au PPTC, on va s'habituer à être tout le temps avec des champions maintenant. Bon, ça ne nous empêche pas d'être toujours plutôt impressionnés. Je suis accompagné aujourd'hui de Mélène et Geoffroy. Salut les gars. Salut. Bonjour à tous. On est donc très nombreux autour des micros et c'est une première pour le podcast. Donc avant de commencer les présentations et l'interview, on précise qu'on a la chance de vous avoir tous ensemble parce que vous êtes en stage à Lanzarote, vous allez nous en dire un petit peu plus. Pour lancer l'épisode, est-ce qu'on peut commencer par un petit tour de table pour que chacun se présente rapidement, nous précisant son âge, sa spécialité, si vous êtes plutôt courte, longue distance ou si vous avez un sport de prédilection. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par Arnaud ? Donc Arnaud Guilloux, j'habite Brest, Sarnan à côté de Brest, j'ai 32 ans donc, et je suis plutôt spécialisé dans le longue distance et plus récemment sur l'Ironman maintenant qui je pense est ma distance de prédilection on va dire. Un breton ça fait plaisir. Encore un. Il en faut toujours de toute façon. Exactement, c'est la moitié des participants du podcast et des bretons maintenant. Enchanté Arnaud. Ils sont bretons ceux qui rêvent de l'être. On enchaîne avec Romain. Oui, Romain Guillaume, en Brunei depuis 2018. Ça fait 11 ans maintenant que je suis triathlète professionnel sur longue distance, principalement Ironman. Et meilleure performance, 10e à Hawaï 2014, quand Cyril a fait sa superbe 5e place. Bien joué à tous les deux quoi. Solide. Effectivement. Ouais. Cyril nous avait raconté qu'il s'était fait une petite anecdote qui était intéressante sur le triathlète amateur. Exactement. Qu'on n'a pas réussi à retrouver d'ailleurs. Non, c'est un message, hein. Je sais pas si t'as vu Cyril, mais... Bah ouais. Non, mais... ça restera une... on a également Cyril que les gens connaissent peut-être déjà, mais ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast et qui connaissent pas encore Cyril, est-ce que tu peux te représenter? Cyril Viennot, triathlète pro spécialisé en longue distance. J'ai 38 ans et puis donc pareil spécialisé Ironman. Depuis 2 ans maintenant aussi, je suis repassé spécialisé sur du sprint parce que je guide Thibaut qui est malvoyant en paratriathlon, voilà, avec objectif participation et si possible médaille aux Jeux de Tokyo là en août. Rien que ça. Gros challenge.
Et du coup, bienvenue à Thibaut également, qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur le podcast. Bienvenue du coup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Merci beaucoup déjà. Et puis je m'appelle Thibaut Rigaudot, j'ai 30 ans. Je suis à Paris maintenant depuis 5 ans et je fais du triathlon depuis maintenant 2 ans et demi. Je suis licencié au club du Racing Multiathlon. Et comme disait Cyril, depuis 2 ans, on est ensemble pour l'objectif de Tokyo. Et voilà, et si on y va, on visera la médaille. Ah on l'espère bien, effectivement. Ouais. Donc, très début assez rapide dans le triathlon finalement, parce que 2 ans et demi, c'est... Ouais, ça fait peu, mais belle progression. Un peu plus maintenant, 2 ans et 8 mois. J'ai commencé en septembre 2018. Première licence. Donc ouais, c'est assez rapide. Ça y est. Ouais, belle progression. Directement dans le grand bain. Ouais, c'est clair. Je suis venu m'entraîner avec des machines. Eh bienvenue messieurs, on est ravis de vous avoir tous autour du micro. On avait une petite question, on a vu que vous aviez des gabarits assez différents et on se demandait est-ce que ça a un impact sur la discipline, est-ce que le fait d'être un physique de déménageur par exemple, ça aide sur le vélo, tu ou au contraire, est-ce que c'est éventuellement un inconvénient? Je pense aux Bretons, au physique de marin. C'est la première fois qu'on me dit ça, mais bon. Déménageur breton, c'est pour ça. C'est là-dessus parce qu'il est déménageur. Il est costaud. Hein. Il est plutôt bel homme, il est assez carré. Alors on a eu pas mal de messages à ce sujet. Non. Parce que c'est quoi un peu vos caractéristiques? C'est vrai que vous êtes tous, on vous voit assis là, donc c'est qui le plus grand par exemple? C'est Cyril? Non, c'est Arnaud, c'est moi. Arnaud, d'accord, le plus grand, le plus moche, et le plus petit, le plus beau, quoi, voilà. Et par exemple, si on prend les deux extrémités, entre guillemets, le plus grand et le plus petit... On est à côté, voilà. 1,94. Et ça a un impact sur le style, justement? Est-ce que ça donne un avantage dans l'eau ou sur la course à pied ou autre? Ouais, il avance pas en course à pied. Ouais. Dans l'eau, il va bien à l'entraînement, mais en course, il nage comme une... Non, il est content, il dit « Oh, j'étais 3e à la bouée !» Oui, c'est bien, mais t'étais où à la sortie de l'eau? On l'a plus vu, quoi. Il a de la chance, il va vite en vélo, il est assez aéro, tu vois, il prend pas beaucoup de place. Dans les descentes, ça fait peur. Et puis ça coûte pas cher, on peut les mettre dans les valises, les gars comme lui, pour partir en vacances. Ouais, donc chacun a sa spécialité, du coup, sa botte secrète. Non, après, je pense pas que de gabarit adéquat pour une préparation idéale, ouais, voilà, mais voilà, on a chacun nos points faibles et nos points forts, et les grands, on est plus lourds, donc voilà, c'est plus compliqué quand les parcours sont vallonnés, et puis après, les plus petits sont plus rapides et prennent moins le vent, et voilà, il y a plein de... Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et je pense pas qu'il y ait un gabarit type. Après, c'est vrai que... Pour certaines courses, il y a un gabarit type. Pour Hawaï, c'est pas trop mon type de gabarit, quoi. Mais après, pour les courses montagneuses ou autres, c'est peut-être plus avantageux d'avoir mon gabarit, ouais. Comme un embrun, quoi. Ouais. Par exemple. C'est vraiment sur le vélo que ça fait la différence, finalement, le gabarit en triathlon, quand même. J'ai l'impression. Ça joue beaucoup sur... Ouais, ça peut aider. Bon, après, on a un point commun, on a tous les deux gagné l'Alpe d'Huez. Bon. Oui, ouais, donc comme quoi. Ouais. Non, après, voilà. C'est possible, ouais. On aime monter ou pas, mais c'est vrai que d'être plus petit, on est plus léger, donc on grimpe mieux. C'est vrai que c'est mieux, quoi. Ok. Bon, c'est un des trucs à retenir. Nous, on a Thibaut qui est le grand de l'équipe, qui fait quoi, 1m90 aussi. Et effectivement, il est quand même grimpeur, donc on peut y arriver. Un peu plus de mal en ce moment. Mais... Sur le moteur, c'est dur de monter, quoi. C'est pour ça. Et du coup, sur vos objectifs là pour cette saison, Cyril et Thibaut, du coup, vous en avez parlé, c'est les JO pour vous. Est-ce que vous avez d'autres objectifs, potentiellement à Hawaï, j'imagine? Franchement, non. Pour moi, c'est pas forcément prévu d'aller à Hawaï parce que là, déjà, il y a quasiment pas de course d'ici à Hawaï. Moi, je suis pas encore qualifié. La prépa pour les Jeux est assez dense, ça va arriver assez vite.
Donc, il n'y a pas vraiment de place pour aller faire un Iron là au milieu. Donc, pour moi, non, il n'y a pas d'objectif d'Hawaï. Et les courses perso, ce sera comme on peut, parce que toutes les courses sont reportées en septembre, ou alors annulées, ou alors elles tombent pendant des épreuves de paratriathlon. Donc, perso, j'ai pas forcément d'objectif sur les courses longue distance d'ici septembre. On verra après. Voilà. D'accord. Parce que là, les JO, les nouvelles dates, ça a été repoussé, non? C'est septembre? Non, ça reste les mêmes dates. Le jour de la course, c'est le 28 août, je crois, pour nous. Donc, ça change quasiment pas. Ok, ça va arriver vite. Et là, vous vous sentez comment par rapport à cette date? On en discute. Ça nous va du temps pour progresser. Thibaut, tous les mois, il est un peu plus fort. Donc là, il reste à peu près 5 mois. Voilà, hein. Nous, c'est bien, ça nous va. Ça laisse encore la possibilité de courir jusqu'en novembre sur d'autres objectifs. Donc, c'est pas trop mal, hein. C'est bien. Ça laisse le temps nickel. Et Arnaud et Romain, de votre côté, on est donc sur des objectifs longue distance. Vous avez déjà coché Arnaud, j'ai qualifié à Hawaï. Des objectifs. Donc ça, c'est félicitations. Un peu différent pour lui, moi non. Mais après, je vais pas faire une fixation 100% sur Hawaï. J'aime bien les distances Ironman, donc c'est sûr que je vais en faire. J'aimerais bien aller à Tulsa aux États-Unis. C'est pas un parcours qui me convient. Peut-être plus un parcours pour Arnaud, je dirais. S'il y a que 1500 de positifs, c'est quelque chose de très roulant. Mais après, j'aimerais bien faire Lanzarote. J'aimerais bien faire. Il y a beaucoup de courses que j'aimerais bien faire, type l'Ironman difficile. Donc, on verra. Mais j'aimerais bien réussir Lanzarote et l'Ironman de Nice. Ce serait pas mal. Et ça, c'est des nouvelles courses pour toi ou c'est des courses que tu as déjà réalisées? Non, j'ai déjà gagné Lanzarote. J'ai déjà fait 3 à Nice. D'accord. Ok, donc tu connais bien. Je connais, ouais. Génial. Bon, on se croisera peut-être à Nice. Sur le podium. Voilà. On te félicitera sur le départ et puis nous on arrivera le lendemain. Ouais, c'est ça. Et du coup, Arnaud, c'est Hawaï, quoi, du coup. Forcément. Oui, moi j'ai obtenu ma qualification à Hawaï fin 2019 à l'Ironman du Pays de Galles. Bon, depuis c'est un peu compliqué avec toute cette situation, cette crise sanitaire. Mais bon, on fait avec. Moi, je reste focalisé sur l'objectif qui sera du coup en octobre 2021. Et entre-temps, voilà, j'aimerais bien faire des courses aussi dures, on va dire, comme le Pays de Galles. Donc, j'avais pour intention peut-être d'aller aussi à l'Ironman de Lanzarote avec Romain. Après, voilà, je vais voir en fonction du calendrier. C'est vrai que je viens de rejoindre le club des Sables Vendée. Donc, la course des Sables est le même jour que l'Ironman de Lanzarote, donc on verra comment je peux m'organiser là-dessus, sachant que j'aimerais vraiment faire un Ironman avant la mi-juillet pour pouvoir me préparer si Hawaï a lieu en octobre. Donc voilà, on verra bien comment tout ça va évoluer, la crise sanitaire, comment elle va nous changer le calendrier en quelque sorte. Mais après, si on a des informations là-dessus, si Hawaï est reporté ou quoi que ce soit, je trouverai forcément des courses. On est là sur un stage où on est tous en train de progresser et qui a une bonne dynamique. On se fait très très mal aux jambes, mais franchement, si on me dit que dans 15 jours il y a une course, ça serait avec plaisir de prendre le départ. Voilà, il y a un calendrier qui est mis en place. Il y a des courses qui sont annoncées. On s'y inscrit. Pour l'instant, il y a le challenge Grande Canaria là, le 24 avril. Donc, ça va venir bientôt. Avec Romain, on va peut-être prendre le départ de cette course-là, si on arrive à y aller, si elle a lieu. Donc voilà, c'est des petits défis. Il y a de très très beaux noms au départ de cette course-là. Donc voilà, on n'a pas la prétention d'aller les cogner, mais voilà, on verra ce que ça donne après un bon stage et une bonne préparation hivernale. Et voilà, après moi j'aime bien m'entraîner. J'ai pas forcément besoin d'avoir de compétition pour avoir la carotte devant moi. Et voilà, on verra bien comment ça évolue, quoi. Ouais, donc mentalement ça va, quoi, pour l'instant. Ah ouais, mentalement ça va. C'est toujours mieux de faire des courses, mais bon. Ouais, c'est sûr, c'est toujours mieux de faire des courses, mais comme je le dis, là on vient faire 15 jours de stage qui sont un peu notre rituel annuel, et à chaque fois on ressort de là très très fort. Et bon, l'année dernière on a eu le confinement directement en sortie de stage, donc ça avait été compliqué. Là cette année, bon, on verra bien, mais voilà, on profite. Et puis moi personnellement,
Thibaut, je ne le connaissais pas du tout avant et pour le côtoyer tout le stage, c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils font avec Cyril et franchement, on peut pas imaginer à quel point c'est vraiment beau ce qu'ils vont faire et moi je crois en eux aussi et je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose s'ils sont qualifiés au JO et c'est impressionnant. Faudrait faire un reportage encore sur eux parce que il y a plein de choses. Non, mais c'est vrai. Quand on voit Thibaut qui nage super bien, il est malvoyant, mais il. Hein ouais. Non, il sur les différences. T'as déposé dans l'eau. Ouais, j'étais complètement défoncé. L'autre fois, il m'a déposé. Les gars, il faisait 400, je faisais 300. J'étais complètement cuit. Mais t'as pas le droit à l'erreur. De toute façon, si tu te loupes une fois, ça reste pendant des années. Il y a du dossier. Mais voilà, c'est des moments comme on partage qui sont motivants et qui nous permettent d'avancer au jour le jour. Mais en effet, comme le disait Mélène dans l'introduction, là vous êtes tous en stage à Lanzarote. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites tous les ans, comme tu le disais à l'instant. Là, c'est pas votre première fois? Non, c'est alors eux troisième stage qu'ils font tous ensemble, je crois. Cyril, tu sais bien ça, troisième? Ouais, troisième, mais en fait la première année on n'était pas nombreux parce qu'il y avait des gars comme toi qui voulaient pas venir partager les séances. Non, c'est super dur de réunir du monde comme ça en fait, de faire accepter à des pros de déroger un peu à leur plan, de sortir un peu de leurs petites habitudes en fait et de leur manière de fonctionner habituelle. Donc, on va dire que c'est la deuxième année où on arrive vraiment à avoir un groupe relativement conséquent. L'an dernier, on était encore plus nombreux que ça, mais troisième année de suite avec Arnaud, mais deuxième année, on va dire qu'on essaie de monter un stage comme celui-là, quoi. Ah, vous intégrez des nouveaux aussi tous les ans, finalement? On essaye. Le critère principal, c'est d'arriver à supporter qu'il y a un mec qui descende jamais en dessous des 250 watts sur le vélo, et de supporter un chambrage massif et des blagues reloues pendant 2 semaines. Voilà. Et si tu remplis les 2 critères, tu as le droit de venir. Et voilà. Ah, c'est pas évident. Et la malbouffe aussi. Avec grignoter, enfin voilà, quoi, le truc est important pour une carrière de sportif pro, quoi. C'est vrai. Les basiques. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être souvent que des triathlètes pros et en plus comme vous qui faites tous peu ou prou du longue distance qui se retrouvent en stage dans une ambiance aussi bon enfant, non? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Alors, moi, je peux répondre au début, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Moi, ça fait très longtemps que j'essaie de faire ça, que j'essaie de réunir du monde. Même quand j'étais il y a 7-8 ans, on partait en stage avec des potes, on essayait de se regrouper sur des week-ends avec le plus de personnes possible, mais comme je dis, c'est pas évident, il faut que les calendriers concordent. Bon bah là du coup, vu qu'il n'y a pas de course, c'est un petit peu plus facile finalement de partir tous au même moment, mais il y a plein d'obstacles en fait à la mise en place de ces stages-là, mais franchement il y a une très bonne ambiance d'une manière globale chez les pros et c'est quelque chose qui pourrait apporter encore plus à plus de monde, je pense. Mais voilà, la difficulté principale, c'est coordonner les calendriers et faire accepter aux gens de faire un truc en commun pendant 15 jours. Voilà, vraiment, parce que pour moi, l'intérêt, c'est ça, quoi. Après, vous pouvez compléter, les gars, parce que... Bah, moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière pro, en fait, on avait partagé un stage avec Cyril à Calella, on dit, je crois. Et c'était vraiment le premier contact qu'on a eu. Et puis, le feeling était bien passé, on avait bien rigolé. Et puis, les années suivantes, après, c'est vrai que j'ai appris à connaître Romain. Et puis après, de fil en aiguille, Cyril, c'était un peu le noyau de tout ça. Il avait les relations avec tous les autres athlètes, comme il est dans le circuit depuis pas mal de temps. Et du coup, il a envoyé un message un jour pour tous nous réunir. Et puis, voilà, après, ça a fait qu'aujourd'hui, on est sur un stage comme ça. Et après, c'est sûr, c'est vrai que d'accepter d'adapter son plan d'entraînement, c'est peut-être pas acceptable pour tout le monde, mais moi, pour ma part, ça me pose pas de problème. Puis, sachant qu'on avait un peu les mêmes, on va dire, les mêmes visions sur ce qu'est l'entraînement en stage. Donc, le but, c'est de rentrer fatigué, de s'être bien fait mal aux gens.
Donc voilà, l'objectif est rempli à chaque stage. Donc pour moi, c'était tout bénef. Donc voilà. Génial, tu dois avoir un sacré carnet d'adresses, Cyril, du coup, là. Tu connais tous les triathlètes on se connaît pro de France. On se connaît un peu tous, hein, à se côtoyer toute l'année. Après, les personnes qui sont en stage ensemble sont des personnes déjà qui s'entendent bien. Sont pas là uniquement pour l'entraînement, parce que après le stage il tombe bien en début d'année à chaque fois. C'est un stage qui correspond un petit peu à tout le monde, parce que tu fais le même stage en juin, juillet, si on n'a pas les mêmes courses, il y aura beaucoup moins de participants et les entraînements seront beaucoup plus différents. Mais après c'est vrai que c'est sympa, on est avant tout une bonne bande de copains. Et puis, ça nous permet de partager de bons moments ensemble, en fait. C'est plus ça. Mais en France, c'est rare, ce genre de stage. Après, à l'étranger, les Australiens en font beaucoup. Les Allemands aussi. Après, chacun a ses entraînements ou ses entraînements clés ou spécifiques le font de leur côté. Mais ce genre de regroupement, c'est pas commun au niveau français, mais c'est commun un petit peu à l'international. Mais pourquoi, d'après toi, c'est culturel? C'est que les Français aiment pas trop s'entraîner entre eux, ou c'est vraiment plus des contraintes d'agenda et logistique? Moi, j'irais peut-être plus des contraintes d'agenda et logistique, et aussi peut-être la mentalité. Mais moi, je sais que j'ai une course à préparer. J'ai un Ironman dans 3 semaines. Je ferais peut-être les choses un petit peu différemment. Et là, se retrouver tous à Lanzarote, une destination qui est plutôt facile d'accès pour nous. Et puis avec des conditions météo qui sont très bonnes, ce serait très bien. Moi, Arnaud me dit viens faire un stage en Bretagne, j'y vais pas. Et plusieurs fois, on me dit viens en Bretagne t'entraîner, j'ai les meilleures conditions d'entraînement à la maison ou à Nice. Donc il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller faire un stage au soleil breton. Voilà. Et ça souffle pas trop là-bas? À Lanzarote, mais on a l'habitude, puis il est devant, donc... vous mettez dans la route. C'est de moins en moins dans la mienne, hein. Je fais ce que je peux, mais... Moi, je me mets dans la sienne, mais je suis tout seul. Ouais. Toi, Thibaut, c'est ton premier stage, ou non? Tu l'as déjà fait avant? On va dire que c'est mon premier stage hors stage fédé, quoi. Donc d'habitude c'est essentiellement avec l'ensemble de l'équipe de France de paratriathlon, et là de faire un stage comme ça, ouais, c'est la première fois, et je regrette pas du tout. Je suis content d'avoir pu participer à ce stage, et j'espère qu'on pourra refaire ça plus tard. Mais c'est vrai que c'est olympique, quoi. Il disait de revenir en champion olympique, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On serait deux, ouais. En tant que binôme olympique, ce serait cool. Ouais, Cyril, il ramènerait sa caisse, il se la pèterait avec sa médaille au bord du bassin. Ouais. Voilà, si jamais on a une médaille d'or, moi je dors avec, tu vois, je la mets à Tu m'étonnes. Comme les mecs finishers d'un Iron sur leur premier Iron, ils gardent la médaille pendant des jours. Hein. J'ai jamais osé. Maintenant, c'est bon, hein, je me lâche. Faudra pas oublier de l'enlever pour la natation quand même. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, c'est vrai que sur la partie stage, ce qui peut être un peu surprenant peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi le fait que souvent on se dit les triathlètes veulent pas forcément partager un peu leurs entraînements ou leurs recettes, on va dire. On sait qu'il y a des triathlètes qui veulent pas mettre leur compte Strava, par exemple, pour pas montrer un peu le type d'entraînement. Et puis là, pour le coup, vous êtes potentiellement concurrents sur certaines courses, donc on peut se dire, tiens, c'est marrant qu'ils s'entraînent ensemble, qui potentiellement dévoilent leurs forces ou leurs faiblesses. Là, pour le coup, c'est pas du tout votre cas. Au contraire, c'est plutôt le partage. Il dévoile sa force, lui. À chaque entraînement, c'est un petit peu court avec Arnaud. Mais non, par ça, non, c'est plus un regroupement de potes plutôt moi, je le vois plus comme ça qu'un concours au quotidien, en fait, parce que sur les courses, il peut y arriver tellement de choses, et puis la saison est longue. Donc, c'est plus ce genre de stage, un moment
de partage, de convivialité, et puis après avec des copains. Et il y a des athlètes français ou internationaux avec qui je sais que ça pourrait pas passer parce qu'on n'a pas le même humour, pas les mêmes pratiques d'entraînement, mais autrement ici ça colle, ouais. Et puis on sait s'adapter. Moi je suis peut-être celui qui m'adapte un petit peu le moins au groupe avec mes entraînements, mais globalement tout le monde s'adapte. Je pense qu'il y a aussi une notion on a tous conscience que l'entraînement c'est une chose, la compète c'en est une autre. Et on a assez de recul sur les choses pour se dire que ce qu'on fait là, voilà, ça nous motive tous d'avoir un gars qui est plus fort sur la semaine, qui nous tire vers le haut, etc. Et on le prend comme une motivation et non pas comme un échec personnel si on est derrière pendant une séance, quoi. On a, je pense, assez de vécu chacun et puis assez de respect pour tout le monde pour pas se dire oh bah non mais lui il avance pas ou je sais pas quoi. Et puis étant donné que c'est un stage qui est en début de saison, entre la vérité de février et pas forcément celle d'octobre, tu vois, donc voilà, c'est juste une occasion de profiter de cette émulation et de la force de chacun pour se tirer vers le haut, mais on sait faire la part des choses, je pense. Et puis le fait d'être en début de saison, enfin relativement tôt dans la saison, ce que tu disais un peu, Romain, c'est que vous pouvez vous caler sur des mêmes séances plus ou moins, enfin même si toi tu as l'air de dire que tu fais un peu des trucs à part, visiblement, mais ça vous permet d'avoir des séances plutôt communes à tous, quoi, c'est ça? Ouais, moi je fais un peu le truc. Enfin, il y a des séances que je fais pas, les séances de piste, parce que j'en fais pas dans ma préparation en temps normal. Donc je vais pas en faire une ou deux et puis après ne plus en refaire de l'année. Mais globalement, ça reste. On a la même trame de travail et puis ça nous tire. On sait que même avec la fatigue, demain à 9h, on sera sur le vélo. Et celui qui n'est pas motivé ou fatigué, à 9h, il aura, 9h05, puisqu'Arnaud a tout le retard. Mais à 9h, il sera sur le vélo avec les autres. Donc ça aide beaucoup. Alors qu'au quotidien, quand on est un peu tout seul sur ses entraînements, qu'on n'est pas trop motivé, bon, c'est plus compliqué à se bouger les fesses, on va dire. Et justement, comment vous avez fait là? Parce que je suppose que vous avez chacun votre plan d'entraînement avec vos coachs respectifs. Vous avez fait comment pour organiser cette semaine? Vous êtes mis d'accord? Vous avez un coach qui vous a travaillé ça? Il y a coach Fino qui propose il propose une trame quelques jours avant le stage. Et puis pour ma part, moi je l'ai envoyé à mon entraîneur qui a regardé et qui m'a dit l'essentiel est là, vas-y fonce, c'est bon. Comme on l'a dit, on est assez éloigné des compétitions, donc voilà, si on avait prévu une séance VMA le lundi et une autre le mercredi et que c'est un autre jour dans la semaine, enfin franchement c'est autant être tous ensemble et faire ça bien, et où justement celui qui est plus faible va être tiré par les autres, ou celui qui est moins motivé va changer de motivation tout au cours de l'entraînement. Donc voilà, après, on a tous des jours de moins bien et des jours où on est en forme. Après, le pire, c'est quand on se fait chambrer, quoi. Réellement, on n'a pas trop le droit d'avoir de jours de faiblesse parce que sinon, on le paye cash, quoi. On a vu quelques vidéos sur Instagram, effectivement, ça a l'air de pas laisser beaucoup de place à l'erreur. Il n'y a pas que sur l'entraînement, c'est ça le problème, c'est que tous les à côté, il n'y a pas le droit d'avoir un coup de soleil, il n'y a pas le droit de manger un peu trop gras. C'est un peu triste, mais au final, c'est ce qui fait la magie de ce stage et c'est ce qui fait que tous les ans, on a envie d'y revenir, même si on sait que ces 15 jours où notre Instagram, il est un peu... il peut énerver certaines personnes, mais au moins... et du coup, c'était quoi le planning de la semaine? Vous aviez prévu quel volume horaire, quel type d'entraînement un peu? On va laisser parler dans les grandes lignes. Papy coach. Alors en gros, moi j'avais pas compté forcément le volume global parce que pour moi c'est pas quelque chose de très intéressant. Mais Thibaut m'a dit qu'il y avait 39 heures. 39 heures, ouais. Comme ça. En fait, le truc c'est que pour que tout le monde s'y retrouve, on travaille à peu près tout. C'est-à-dire il y a une séance VMA à pied, une séance SV2, il y a de la SV1, il y a une sortie longue en trail. En vélo, il y a une sortie de 200 bornes, une sortie de 5 heures avec du travail iron.
il y a de la SV2, de la SV1, enfin voilà, on balaye quand même pas mal d'allures. Pareil en natation, donc c'est un volume conséquent avec pas mal de rythme. Et après, chacun est libre de bouger un petit peu les choses s'il estime que telle séance lui correspond pas. Mais je voudrais quand même dire que Romain, il dit qu'il fait un peu de son côté, mais franchement, il a quasiment rien fait en dehors tout seul. Rien fait, c'est-à-dire. Lance de piste, mais il est à côté de ça, il a été courir de son côté. Au final, il a le même volume. Et justement, il est sorti une fois en boîte. Après, non, en plus, c'est ouvert là-bas, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. La crème solaire en plus. Il est prédisposé à faire ça en fait. Ça tâche. Et justement, pour toi, Thibaut, t'avais les mêmes sorties longues également à vélo et en course à pied, ou t'as adapté un petit peu justement, parce que toi, c'est plutôt format sprint versus de la longue distance? Ouais, du coup, on a adapté. Donc, sur les séances longues à vélo pour eux, moi, c'était plutôt des séances récup à vélo, donc entre 1h30 et 2h avec Romain Antoine, un collègue du stage aussi, qui m'a guidé sur le tandem. Donc, ça a permis aussi de faire mes heures et puis que Cyril puisse faire les sorties longues. Donc ça nous a bien aidé pour organiser le stage. Donc heureusement qu'il était là. Et voilà. Après les séances clés, je fais un peu avec eux. Après, j'ai réduit un peu. Par exemple, la séance de 8 x 1000, moi je vais en faire que 6 par exemple. Et puis ah bon? Ouais, j'en fais que 6. La VMA. La VMA à pied, je me suis un peu réduite aussi. Enfin, à la fin, j'ai fini quand même devant eux, mais bon, on va pas le dire. De toute façon, on va faire des 1200, il verra pas la différence, et puis il en fera que 6, et ce sera pareil. Et juste en termes de logistique, comment vous êtes organisé? Vous aviez ramené tous votre propre matériel, vous aviez prévu un hôtel, vous aviez tout préparé de votre côté, ou vous êtes passé par une organisation? Non, c'est très simple pour venir ici. Donc, on a vu l'hôtel. Enfin, généralement, c'est Cyril qui s'occupe de l'hôtel, des réservations. Et comme il a fait cette année. Et puis après, chacun se débrouille pour son vol et puis venir avec son matériel. Mais il n'y a aucune contrainte. Enfin, pour nous, à force, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est quelque chose de plutôt courant et je dirais presque maintenant naturel de voyager avec son matériel. Ouais, le seul truc cette année, c'est qu'on devait aller dans un hôtel qui nous avait dit qu'il ouvrait, parce qu'ici à Lanzarote, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Et en gros, une semaine avant le stage, ils nous ont dit que finalement, ils n'ouvraient pas. Donc, sympa. Voilà. Mais bon, ici, on a nos habitudes, on est tous déjà venus plusieurs fois en stage, donc on sait où aller loger, etc. Et puis sinon, pour Thibaut et moi, on a pris le tandem. Moi, j'ai pris mon vélo perso, et on a un autre Romain donc, qui est venu, qui a son vélo perso aussi, et qui guide Thibaut en tandem quand moi, je fais les sorties longues avec mon vélo de chrono, quoi. Voilà. D'accord, pas de masseur ou de masseuse qui prennent un peu son niveau après, quoi. Romain masse très bien. Ouais. Ah ouais? Il y a des petites mains sympas. On a nos habitudes à Lanzarote, enfin moi surtout depuis 2012, puis avec l'équipe BMC. Donc si on a besoin, on a masseur à disposition, il y a médecin, enfin voilà, on a quand même pas mal de contacts ici pour nous aider si besoin. Ouais. C'est que sur la nutrition où c'est pas la même chose, on a l'impression. Non, on fait 38-40 heures par semaine, donc on est obligé de se lâcher un petit peu certains moments sur la nutrition, parce que on est là aussi pour se faire plaisir et on va pas vivre reclus comme des moines et à manger des graines toute la journée, quoi. Donc on profite un peu. Ouais, puis il y a pas compète la semaine prochaine, donc ça va. Même, hein. Ouais. Et le terrain de jeu est comment là-bas? C'est un peu, il y a du dénivelé, j'imagine, qui est assez intéressant. L'eau est chaude en ce moment ou Alors l'île est variée, on va dire. Bon, il y a pas mal de dénivelé. C'est pas des longs cols comme il y a chez Romain par exemple, mais en Bretagne. En Bretagne. On n'a pas de col, mais on a une bonne descente. Ouais.
C'est pas trop travaillé, parce que c'est pas. Alors, dire que tu as une bonne descente, c'est moyen. On t'a attendu dans toutes les descentes. Je me chie dessus, là. Oh, en fait, c'est la même erreur, c'est qu'il y a un vent à décorner les taureaux ici. Et je regarde la météo, et puis je regarde, je dis bon, 30 km/h de vent, bon, c'est bon, chez moi, je roule avec les grosses roues hautes, quoi. Et chaque année, je me ramène avec mes 80 mm. Et puis chaque année, dans les descentes, il y a 80 km/h de vent en rafale sur le côté. Et voilà, j'ai pas la technicité pour réussir ça. Donc du coup, ils m'attendent souvent. Donc voilà. Bah, après, ils rigolent moins dans les bosses. Non, bon, je me venge un peu. Hein, je suis obligé parce que sinon, de toute façon, il y aura des représailles. Mais après, c'est une île qui est très, très venteuse. Il y a du dénivelé. C'est assez varié. Il y a une partie où on peut aller récupérer, on va dire, sur le plat qui est assez sympa. C'est assez plat, mais c'est toujours le vent qui est usant ici. Après, moi, ça ne me change pas trop de d'habitude. Ouais. J'ai fait la Pointe du Raz ce matin. L'aller, ça allait. Je me dis, mais tout va bien. Retour, vent de face. Le vent froid jusqu'à l'os, quoi. Là, j'ai découvert la Bretagne, quoi. Ouais. Ah, bien, ça donne envie. Ça donne envie. Mais il y avait du soleil quand même, Thibaut. Il y avait un très beau soleil. C'était très beau. En Bretagne, il pleut sur les cons. Hein. Beaucoup. Il y avait du soleil de 11h à 11h07. C'était génial. Après, l'eau doit être plus chaude quand même à Lanzarote qu'en Bretagne pour le coup. On n'a pas encore profité de la mer, on n'a pas été en mer, mais donc on est dans un hôtel qui a une piscine de 25 mètres et l'eau est assez fraîche. Et l'hôtel dans lequel on devait aller initialement possède une piscine de 50 mètres qui est chauffée. Et par contre, du coup, à certains moments, on va nager dans cette piscine qui reste ouverte malgré que l'hôtel soit fermé. Donc ça, c'est une vraie piscine olympique de 50 mètres, 10 couloirs, donc c'est vraiment agréable d'aller nager là-bas. Donc en fonction du temps qu'on a de dispo dans la journée, on choisit un peu notre piscine. Et voilà, c'est toujours agréable de pouvoir profiter de bassins découverts quand on n'en a pas chez soi, quoi. Mais du coup, c'est étonnant, vous ne faites pas du tout de nage en eau libre, quoi. C'est peut-être trop tôt, c'est plus quand c'est proche d'une épreuve que vous allez vous réhabituer un peu à la nage en eau libre ou Après, il y a nager en eau libre pour faire de la récup ou des trucs comme ça, c'est bien, mais après, quand on cherche à faire de la qualité, c'est vrai que c'est compliqué. Après, ils devaient aller nager cette semaine en eau libre, Cyril et Thibaut, pour s'entraîner pour leur compète. Mais ils n'ont pas pu y aller, mais ils iront sûrement dans la semaine, je crois que c'est prévu qu'ils y aillent. Puis après, on bronze pas en eau libre. Faut mettre la combi, on bronze pas. Ouais, pour les photos, c'est moins bien. Les Bretons, ça peut pas le faire. On voit que t'as bien bronzé, là, Romain. Mais ouais. Ouais. T'as bonne mine. On va bien bronzer. Romain, il passe son temps à poil. Ça bronze plus vite. C'est sûr. Mais c'est vrai que du coup pour Cyril et Thibaut, peut-être c'est plus important de travailler l'eau libre justement pour s'habituer à nager en tandem du coup, avec le lien justement. Ouais, pour nous, oui, c'est un petit peu plus important parce qu'on est attaché, on se rentre un petit peu dedans. Thibaut, en piscine, il arrive à voir à peu près, quand il y a du contraste, la ligne de fond, alors qu'en mer, non. Donc pour nous, c'est un petit peu plus important, ouais. Après, là, l'eau est encore un petit peu fraîche. Quand ça souffle fort, la mer est démontée, donc il faut aller plutôt dans une baie, donc prendre la voiture, etc. Vu que les journées sont chargées, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé le bon moment, mais on va y aller au moins une fois avant de partir. Et puis de toute façon, après, on multiplie les occasions de nager en eau libre quand la saison le permet en France. Donc, voilà. Ouais, c'est moins gênant, effectivement. Ouais. On a un peu parlé de l'entraînement tout à l'heure. En effet, vous avez tous, je suppose, des forces et des points d'amélioration. Les descentes pour certains, les montées pour les autres, on l'a déjà entendu. D'après vous, ce stage, il vous a aidé plutôt à vous tester, à progresser ensemble ou les deux ?
Rien de ça en fait, parce que se tester, il n'y a aucun intérêt à se tester sur ce genre de stage, parce que on peut arriver sur un stage en étant reposé, on peut arriver en étant fatigué. Moi, je sais que l'année dernière, je suis arrivé avec moins de kilomètres que les autres, donc en fait, ça sert à rien de se tester à cette époque. Le vrai test, c'est la course, et on peut être le champion du monde à l'entraînement et le jour de la course être derrière. Donc, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Après, c'est plus s'aider les uns les autres pour avancer en fait, parce que quand on est ensemble à l'entraînement en natation par exemple, qu'on soit le meilleur ou pas, si on a une séance à faire, une série à bloc, et ben on se met à bloc. Le gars qui est devant, il va essayer de lâcher les autres, celui qui est derrière va essayer d'accrocher, et peu importe l'ordre, et ça pousse plus dans nos retranchements que ce qu'on peut faire quand on est tout seul, parce que souvent on s'entraîne quand même tout seul, chacun de notre côté, donc ça aide pas mal de se retrouver là, et ça nous pousse vers l'avant en fait. Ouais, c'est plutôt se donner à fond parce que l'autre justement lui il est devant, ou en tout cas il se donne et ça donne envie de le rattraper et de maintenir le rythme. Oui, c'est ça, t'as pas envie de t'entraîner en temps normal, peut-être que sur le papier c'est marqué 4 heures, t'en ferais que 3h30, et là c'est marqué 4 heures et t'en fais peut-être 4h15, parce que c'est ça le groupe, et ça te tire vers l'avant, et donc c'est bien ça. Il y en a toujours un qui est frais et qui va, même quand tu n'as pas trop envie, qui va mettre un petit peu plus de rythme, etc., et qui va tirer le groupe vers le haut. Faut avouer que cette semaine, ça aura beaucoup été Arnaud qui aura mis les watts tout le temps, mais globalement, chacun a des jours où il est moins bien, et quand tu es beaucoup comme ça, au lieu de rester chez toi dans le canapé, tu y vas, et puis en plus, quand tu y vas, tu vas aller chercher des trucs que tu n'aurais pas été chercher si tu avais été tout seul. C'est surtout ça l'intérêt du stage en groupe comme ça. Et du coup, même au cours d'une séance, je pense à hier, on n'était pas forcément, on était un peu fatigué, un peu cramé. Il y en a qui étaient devant, et avant de lancer la séance, on s'est dit comment on allait faire 5 heures. Et au final, à la fin, ça s'est très très bien passé. Et, la dynamique de groupe a fait que ça a fait changer la physionomie de l'entraînement, et au final, on s'est tous régalés, on est tous rentrés cuits, certes, et on est contents parce qu'on n'aurait jamais fait ça peut-être seul chez nous dans notre coin, quoi. Et cette différence de motivation, Cyril, peut-être qu'on te l'avait de motivation ou d'état de forme, peut-être qu'on t'avait déjà posé la question quand on t'avait interviewé, mais là c'est intéressant de vous avoir tous les deux avec Thibaut. Comment vous gérez ça, vous? Parce que s'il y en a un qui est moins motivé, s'il y en a un qui est moins en forme que l'autre, c'est plus difficile. Là, en groupe, tu peux lâcher, tu peux toujours dire ok, j'arrête mon effort. Là, vous, c'est un peu plus particulier. Comment vous gérez ça? Si on a qui arrête de pédaler sur le vélo. Par exemple. Tu peux. Si tu peux, hein. Ah ouais. Pédaler, hein. Enfin, disons que tu peux mettre très peu de watts et que ce soit que le gars de devant ou derrière qui fasse avancer le tandem. Donc en réalité, très sérieusement, tu peux avoir un gars qui est cramé et qui fait de la récup pendant que l'autre met des watts, quoi. Ouais, mais il y a une différence, c'est que lui, il peut gérer mes watts, sauf que moi, je peux pas regarder ses watts. Donc je sais pas s'il a pu. Et je sais pas s'il t'en fume ou pas. Donc Cyril peut tricher, quoi. Il triche pas. Enfin, officiellement, je triche jamais. Mais après, ça te permet de préparer des entraînements. Tu peux dire, je peux faire du fractionné, j'arrête de pédaler pendant 30 secondes, et comme ça, c'est lui qui bosse. Oui, on n'a jamais fait, mais non, on fait les séances ensemble, et puis voilà. Puis après, ça se gère exactement comme quand tu es en groupe, c'est-à-dire que c'est sûr que si on va nager en eau libre et que j'ai pas du tout envie et que Thibaut est très en forme, là il y a un problème. Mais à part ça, sur le tandem, le jour où je suis un peu moins en forme, tant pis, je mets un petit peu moins de watts, ou l'inverse pour lui. Et à pied, globalement, on essaie de faire des séances sur des parcours qui sont suffisamment stables pour qu'on soit pas attaché. Donc de toute façon, il y a rarement de moments où je suis derrière, loin, et où Thibaut est livré à lui-même, donc ça pose pas trop de soucis, quoi. Si vraiment on veut se la coller et qu'on voit que moi je peux pas faire la séance, on va sur la piste et puis voilà, c'est réglé, hein. Ouais, donc vous communiquez un minimum, quoi. Ouais. C'est important. Oui.
Et Romain et Arnaud, ça vous a pas donné envie de vous lancer justement comme guide, cette expérience? Moi, je l'aide beaucoup, Arnaud. Faut lui faire, faut lui mettre de la crème, faut lui dire va te laver, faut lui ranger. Ça, c'est sympa. Moi, ça me donne envie, ouais, de faire ça. Parce que je suis plus, on va dire, petit à petit, hein, je vais passer sur ma fin de carrière. Donc, finir, j'ai 36 ans, j'ai plus, ma carrière est derrière moi. Et du coup, ce serait une reconversion sympa, finir une carrière comme le fait Cyril et partager des choses différemment que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ce serait très intéressant et puis un plaisir, ouais. Après, Arnaud, lui, il a encore le temps avant la fin de carrière, il a que 31, 32. Donc, il est encore jeune. Mais par contre, le fait d'avoir côtoyé Thibaut et Cyril, je le connaissais déjà, mais leur binôme, c'est vrai que pour l'instant, je vais voir ce que je peux donner moi sur ma carrière perso, mais oui, en fin de carrière, par exemple, ça peut être quelque chose de très très intéressant et on verra au moment venu s'il y a moyen de le faire. Après, si Romain est déjà en place... On y a pensé avec Arnaud, qui se crève un œil ou deux, et puis que pour les Jeux de Paris... on s'est dit, l'assurance, moi j'enlève mon œil, et puis la maison est remboursée, et puis on va au JO. On va au JO, et puis on fait la course avec Thibaut et Cyril, et puis voilà. Hein. Moi, c'est ma femme qui est pas... C'est vite réglé. Mais ça voudrait dire Romain devant. Hein. La prise au vent risque d'être énorme, par contre. Ça peut être pareil sur le tandem, c'est sûr. Un vélo, un chauffeur américain, mais à l'inverse, quoi. Du coup, si la Fédé nous écoute, ils ont des futurs candidats. On y a pensé, mais clairement, je pense que Romain est du même avis que moi. En fin de carrière, c'est quelque chose de très bien. Et puis, je pense qu'on doit vivre des aventures vraiment exceptionnelles. Mais après, voilà, Cyril est jeune encore pour accompagner Thibaut. Et voilà, on les laisse voir jusqu'où ils peuvent aller. Et pour l'instant, avoir la progression de Thibaut, il n'y a pas encore de limite. Donc, c'est vraiment à suivre, quoi. Et est-ce que vous auriez quelques conseils pour nos auditeurs pour réaliser des entraînements groupés, même en triathlète amateur, hein, nous on le voit aussi, hein, c'est toujours plus sympa d'aller rouler avec les copains, d'aller courir, faire des entraînements durs avec les copains. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour réaliser au mieux des entraînements groupés, peut-être Cyril qui a l'air de bien gérer les entraînements. Vas-y. Pour bien gérer un entraînement en groupe, alors c'est compliqué. Il faut déjà je pense que les gens se connaissent, si tu veux. Nous, le fait qu'on se connaisse avant, qu'on s'entende bien et qu'on sache où on met les pieds, c'est important parce qu'on connaît tous des sorties en groupe où tu as des mecs qui arrivent que tu connais pas, qui veulent montrer qu'ils ont le plus gros braquet, on va dire. On les connaît, ça. Et ça peut vite faire partir une sortie en sucette, quoi. Donc déjà se connaître à la base. Et puis après les conseils, faut qu'il y ait quelqu'un qui annonce la séance, qui gère un peu les trucs. Je pense que c'est pas mal. Ou alors avoir que des gars intelligents comme dans notre groupe, quoi. Voilà. Et justement, qui c'est qui gère les zones là dans vos sessions d'entraînement? Tu parlais de Z1, Z2. On va peut-être pas aborder le sujet parce que hier, par exemple, c'était hier, c'était 5h30, 4 fois 30 minutes allure Ironman. Alors les gars, au début, ils sont fatigués, voilà. Et puis en fait, ils sont partis pour faire 4 fois 30 minutes allure Alpha Ironman. Alors Cyril, il a une idée de dire, les gars, ça va plus vite, c'est pas grave, et on réduit la récup en même temps. Voilà. Nickel. J'ai dû les détailler parce qu'autrement j'aurais pas pu faire ça. Mais ils sont adaptés, hein, tout. Adaptabilité, on va dire. Hein. C'est ça. C'est une bonne thématique de séance, hein, tout à droite pendant 4 heures. On commence dans le rouge et puis on accélère. Et on finit à bloc. Sincèrement, on a fini les 5h15. On était tous très 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 proches de ce qu'on produit sur un Iron quand même, hein, donc en comptant la récup et tout. Donc ouais, c'était particulier comme séance, mais c'est un bon test. Si ça passe. Validé par le coach. Bien calibré, bien programmé et tout. Voilà. Nickel. Tout bien lissé, c'était vraiment parfait. Comme quoi, la boisson énergétique, c'est important, quoi. C'est ce qui sauve. Voilà.
on va pas citer de marque ici, mais tu t'arrêtes dans une station essence, une petite donne des ailes et puis ça repart. Une grosse. T'as des mecs qui ont de se mettre à 5 de taurine dans une sortie et qui dorment plus de la nuit derrière, je pense, mais pareil, on citera pas de nom. Et si vous aviez... Ouais, vas-y Cyril, pardon. Les conseils, c'est difficile, hein. Franchement, chaque groupe est différent, donc ça dépend beaucoup des participants, en fait. Voilà. Bon, on va essayer d'être plus intelligent dans nos sorties, parce que nous, c'est plutôt très freestyle, et il y en a un qui prend un relais, et puis ça s'enchaîne. Et puis... Bon, alors ça discute beaucoup, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit bon, on roule. Bon, c'est parti pareil. Nous, avec Arnaud, c'est rare qu'il y en ait un qui se dise ça roule pas assez fort, en fait. Ils sont gentils avec moi, quand même. Alors, on voulait savoir qui est le plus fort cette semaine, mais finalement, Arnaud, il est pas mal cité. Hein. J'ai l'impression que on a le plus balèze en vélo, en tout cas, cette semaine-là. Ouais, je pense partout. Partout. Non, je suis champion du monde de l'entraînement. Après, en compétition... Après, en compétition, il passe 3e à la bouée. Comment ça peut... Il est content. Il dit, j'étais 3e à la bouée. Ah oui, mais t'étais sur tes glots. Bah, on sait pas. Ah, celle-là, elle va te coûter cher. Comme je dis, il n'y a pas droit à l'erreur. Ça se paye cash. Mais après, tu leur fais payer sur le vélo. J'ai travaillé la natation, là. Ah, il tourne les bras, là. Il a tourné. J'avais un point faible là-dessus, je l'ai travaillé. On verra la première compétition. Après, voilà. Après, je suis un nageur de bassin. J'ai jamais été un nageur d'eau libre. Donc, voilà, j'ai mis en place des choses cet hiver pour essayer de corriger ça. On verra bien si ça paye. Mais voilà, je me fais chambrer de tous les côtés. Je tourne trop les bras. Je suis 3e à la bouée. Bon. Vivement la première compète. Mais... En étant très objectif, Arnaud a quand même pas de bol que la crise sanitaire arrive là, parce qu'avec Romain, on a pu faire notre carrière quand même, du moins une grosse partie, dans de très bonnes conditions. Et je pense que ça fait 2 ans qu'Arnaud est vraiment, vraiment, vraiment fort et que du coup, il n'a pas vraiment la possibilité de l'exprimer. Donc, mais oui, Arnaud est costaud. Quoi qu'il arrive, Arnaud est costaud, on peut le dire. Ouais, quand ça va repartir. Vivement la prochaine course. Pressé de te voir à Hawaï. Il va vouloir lâcher les chevaux. Mais du coup, vous vous donnez quand même, il y a beaucoup de chambrage, mais vous vous donnez quand même quelques conseils moi, entre vous. Quand j'ai commencé le triathlon même directement, les premières vidéos que j'ai regardées, c'était comment faire une transition, et c'était Romain qui expliquait dans ses vidéos YouTube comment faire. Et après, la première personne, donc Romain, je le connaissais par ses vidéos, et la première personne française que j'ai suivie par rapport aux performances, c'était Cyril. Et aujourd'hui, ce qui est le comble, c'est que je suis avec ces 2 personnes-là en stage, et alors c'était mes 2 modèles quand j'ai commencé le triathlon. Bon, ça reste toujours un modèle, hein, et il y en a un qui est fort, et voilà. Mais aujourd'hui, je vois la chance que j'ai d'être avec eux, et on s'échange tous des conseils. Même moi qui n'ai pas une carrière comme ils ont eu, on s'échange pas des astuces, mais des séances clés, des trucs. Enfin, ça peut être des petits conseils comme des gros trucs, mais voilà, on est potes, et je vois pas de concurrence entre nous, et c'est pour ça qu'on parle ouvertement de tous nos points faibles, nos points forts, et voilà, je pense que ça fait grandir, quoi. Ouais, carrément. C'est beau. C'est une belle collaboration. C'est beau. C'est une belle collaboration. Ça fait grandir, sauf Romain, quand tu vois. Pardon. Et est-ce que vous avez justement un conseil que vous voulez donner aux auditeurs, une séance clé par personne par exemple, ou un truc qui vous est propre par exemple? Moi, je dirais d'être régulier dans son entraînement. Après, non, mais régulier. Non, ce que je veux dire, on part à bloc, on finit à bloc. Et après, on accélère. La régularité à l'entraînement, je dis pas de faire, quand je parle de régularité, c'est pas de faire une semaine 15 heures ou 10 heures et la semaine d'après rien. En fait, vaut mieux faire une semaine je dis une bêtise, mais à 6-5 heures d'entraînement régulièrement. Voilà, que de faire des semaines à fond et une semaine à rien faire, parce que derrière le corps, il a
n'a pas le temps de mémoriser les allures et tout ça. Donc, je pense que c'est d'être régulier. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui, on va dire sur le marché, pas mal de coachs et je pense que c'est important d'être bien suivi pour progresser. Peu importe le volume horaire qu'on peut réaliser, on peut toujours progresser avec un minimum d'entraînement. Et je pense que ces gens-là ont les capacités de driver les personnes pour le faire, quoi. Après, c'est ça mon conseil. Après, donner une séance, ça sert je pense pas à quelque chose de dire va faire un 8x1000, on ne sait pas ce que la personne prépare, quoi. Donc du coup, voilà, ce serait plutôt la régularité de l'entraînement qui paye sur le long terme. Et là, tu parlais de coach, justement, à titre personnel, vous avez tous vos coachs perso actuellement ? Oui. Et vous les avez trouvés comment ? C'est des connaissances de connaissances ? C'est via la Fédé et vos clubs respectifs ? Comment vous avez fait ? Sur Tinder. Non, je rigole. non, moi ça serait pas mal. Je le connais depuis que je faisais du vélo. C'est quelqu'un qui habite à côté de chez moi, qui a eu un excellent niveau en vélo et en course à pied. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il me suit. Après, je pense que c'est je parle pour moi, hein, tout au long de la carrière, on a différentes envies, différentes possibilités. En fait, aussi, un coach va fonctionner à un certain moment avec un athlète sur le plan physique ou psychologique, ou même les deux. Et après, peut-être que l'athlète voudra changer de méthode d'entraînement, voire autre chose. Donc moi, ça s'est toujours fait un petit peu au gré des saisons et de mes envies. Maintenant, je suis revenu, j'ai un coach néo-zélandais, Cameron Brown, qui entraîne davantage, lui, à la sensation. C'est pas quelqu'un de vraiment scientifique et c'est ce qui me convient à l'heure actuelle. J'ai vu différents types d'entraînement et fonctionner un petit peu plus à la sensation, ça me fait du bien à l'heure actuelle et ça me permet aussi de m'adapter à certains groupes d'entraînement, à certaines personnes. Donc, ce que j'aurais pas pu faire avant. Et encore une fois, j'ai 36 ans, ma carrière va pas durer encore beaucoup d'années. Donc, c'est sympa de pouvoir s'adapter. Après, je dis pas que dans 1 ou 2 ans, j'aurai peut-être un entraînement plus scientifique, mais à l'heure actuelle, ça me convient bien. Ouais. Bon, Cyril Soto. Et ça n'empêche pas de gagner l'Alpe, de faire gagner des Iron. Enfin voilà. Quand on t'écoute, on croirait que c'est fini, qu'ils sont tranquilles. Mais on a vu le palmarès. Depuis 2009 que tu pro, ça fait 12 ans. Je ne vais pas continuer jusqu'à j'ai 36. J'ai 38 ans. Ouais, tu vas gagner encore quelques petites courses, puis voilà. Ouais. Non, mais après, on va voir. Il y a encore quelques années, mais je sais, je suis lucide quant à mes capacités. Que maintenant, il y a des jeunes qui arrivent sur le circuit, qui ont les dents longues, qui ont plus de capacités que moi en termes de vitesse et donc Arnaud, par exemple. Il va plus vite que moi dans toutes les disciplines à l'heure actuelle. Après, le jour de la course, c'est différent parce qu'un Ironman, c'est une course de 8-9 heures. Mais quand on regarde le niveau qu'il y a sur 70.3 maintenant, je sais que sur 70.3, dans 1 ou 2 ans, je suis obsolète. Voilà, c'est fini. Et il faudra à moi de choisir les courses, d'être intelligent pour prolonger ma carrière. Il y a plein de courses qui peuvent encore correspondre à mes capacités, comme Embrun, des parcours difficiles comme Lanzarote, mais je ne peux pas aller sur un parcours rapide ou sur un triathlon où les mecs courent en 1h08. Et ça, c'est pas mes capacités, tout simplement. Et Thibaut ou Cyril, vous avez des conseils à partager à nos auditeurs avant qu'on passe à la partie anecdote, partie croustillante? Moi, des conseils sur l'entraînement, j'en ai pas trop parce que ça fait que 2 ans que je suis vraiment des plans d'entraînement et que les volumes augmentent, etc. Mon premier stage PD, j'ai rencontré Bertrand Billard, qui est aussi professionnel triathlète pro, champion du monde 2013-2014, je crois. Et c'est lui qui me fait mes plans d'entraînement, qui m'entraîne, donc qui est aussi guide en paratriathlon.
Donc voilà, moi j'ai pas de conseils à donner, même si quand j'ai commencé l'entraînement, c'était plutôt pas beaucoup de séances et tout à bloc et j'étais mort tout le temps. Et maintenant, à mettre du volume, il y a beaucoup plus de séances aéro et peu d'intensité, on va dire, que je faisais avant, par rapport à ce que je faisais avant. Donc, voilà. Tu dois bien avoir un secret quand même pour devenir éligible au JO en 2 ans et demi. C'est quoi ton secret? Ouais, je vais pas dire. Marge de progression. Non, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Je me suis donné aussi les possibilités de progresser assez rapidement. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer, comme disait Bertrand Billard, Cyril Viennot dès le début. Donc forcément, on a des conseils tout de suite et c'est plus facile de trouver les clés pour progresser dans telle ou telle discipline. Mais ouais, j'avoue que j'ai eu de bonnes sensations directement en natation et je pensais pas que j'allais aller à cette vitesse-là aussi rapidement. Donc déjà rien que ça, je suis content. Et puis après, ça s'est développé dans les 3 disciplines. Donc c'est cool et ça continue de progresser. Donc on continue comme ça et puis voilà. Donc à tous ceux qui veulent se lancer, faut pas hésiter, quoi. Bientôt Thibaut, ouais. Cyril dans l'eau. Ouais. Non, quand même pas. Si. Il est lourd. On verra. En olive, il faudra quelqu'un forcément si je veux pas finir dans les rochers. Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes à nous partager? Non. Monsieur, vous en avez. Apparemment, c'était un stage très sage. Bah ouais. Bien. Non, mais que ce soit sur le stage ou des anecdotes de course, c'est vrai que c'est des questions qu'on demande souvent, mais Cyril nous en avait raconté une top à Hawaï, des anecdotes positives ou même des fois des galères de course. Je sais pas si vous en avez, vous en avez sûrement. Allez, moi j'en ai une. Non, une nouvelle. Allez. Il ouvre le bal. Il n'y a que du breton ici. Romain et moi, on se connaît quand même. On a 12 ans parce qu'on est jurassiens tous les deux. Il l'a pas dit, mais voilà. Et du coup, c'est un beau clin d'œil d'avoir fait notre meilleure perf à Hawaï ensemble la même année. Et en plus, on s'est retrouvés dans l'attente de transition à T2 ensemble. D'ailleurs, il m'a regardé. Je nage beaucoup moins bien que lui et Romain est souvent assez foufou sur le vélo. Et quand je suis arrivé dans la T2, il me regarde, il fait « T'es déjà là, toi ?» Il n'était pas ravi. Non, mais c'était même pas... Il était vraiment surpris, quoi, tu vois, ça se passait du cœur. En plus, je pose le vélo 6, lui, il était 7. Et je m'attendais pas à le voir tout de suite, quoi. Et habituellement, c'est en course à pied qui me déglinguait toujours. Et là, déjà, à la fin du vélo, on était ensemble. Et c'est un bon souvenir d'être partis ensemble sur ce marathon, de faire nos 2 meilleures courses ce jour-là. Et puis, se retrouver 4 ans après, sur notre moins belle performance à Hawaï, à courir ensemble. En gros, pour faire simple, j'étais cuit, il était cuit, et puis on a fait un marathon ensemble. Et c'était sympa de partager aussi ce moment-là. On a pu vivre du coup notre meilleure performance au niveau carrière à Hawaï et aussi la pire au niveau professionnel. Ouais. C'est pas qu'un sport individuel. Non. Une autre anecdote, la seule course qu'on a fait les 3, faut quand même qu'on vous la raconte parce que. On va trancher. Paf, on l'a pas vu. Il était où? C'était un moment épique parce que il y avait Arnaud Guillou qui avait gagné l'Alpe d'Huez, qui avait fait 2 au France, donc c'était la valeur montante et on s'est tous retrouvés à Royan en fait sur une course. Et du coup, nous on en profite à fond parce que c'est sans doute la dernière fois que ça arrive, mais on l'a ouvert en 2 en fait. Hein. Arnaud était peut-être devant la première bouée, mais après on l'a plus vu. À vélo, je ne sais pas où s'il a crevé. Ouais. Et depuis, il raconte à tout le monde qu'on était dans les motos parce qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. On lui a mis 6 minutes en bike et du coup, il dit qu'on était dans les motos. Et on l'a remis en course à pied. Oui. Ouais, non. Voilà. J'avais fait un très très beau vélo, mais ils étaient trop forts.
Ils étaient trop forts. Et qui avait fini premier? Cyril. Ils avaient fait un Shifumi et puis comme d'hab, il a perdu. Ouais. On aime bien la raconter parce que ça nous paraît tellement loin quand on lui faisait mal comme ça que c'est plaisir de s'en souvenir. C'est loin. C'est loin. C'est pour ça maintenant ils se vengent sur les stages. Moi, j'ai une anecdote avec Romain lors de ma victoire au Pays de Galles. On a fait, je passe 3e à la bouée encore une fois. Et puis après il sera 2 minutes 30 derrière. Voilà. Je comprends. Je suis à 2 minutes 30 ou 2 minutes de l'eau de lui. 2,30. Ouais. Donc je le récupère au 60e kilomètre à peu près. Ouais. À vélo. Et puis là en fait on s'est retrouvés tous les deux en queue de peloton du groupe de tête. Où devant les gars. Non drafting. Ouais, non drafting. Ouais. Sans drafting, mais on respectait les règles et en fait, devant, il y avait des gars qui étaient là pour montrer, comme nous en stage, qui c'était le plus fort. Et le plus gros braquet. Le plus gros braquet. Mais... Ça vous a énervé, quoi, un peu? Non, on a mis tout ce qu'on avait dans les jambes. Et moi, je sais que je passe au kilomètre 100, j'avais autant de watts que sur un half, sauf qu'on était sur un Ironman, il y avait un marathon à courir derrière. Et moi, comme Romain, on ne savait pas comment on allait finir la course. Romain, moi, je n'ai pas fini. Tu écartes au combienième? Ouais, moi, c'était 120, je crois. Arnaud était juste derrière moi. Je fais signe à Arnaud, lui dire de passer parce que j'étais en train de craquer. Et j'avais fait Nice juste avant, l'Alpha Ironman, la semaine d'avant. Et c'était un peu trop pour moi. Et Arnaud ne pensait pas que j'allais craquer. Et en fait, il restait derrière et à distance réglementaire. Puis après, le temps qu'il se rende compte qu'effectivement, j'avais bien craqué du groupe, il s'est retrouvé à 100 mètres derrière le groupe, à devoir revenir tout seul, quoi. Et puis après, il a gagné la course. Donc, c'était sympa. Moi, j'ai mis le clignotant à la fin du vélo. Et de voir les copains gagner, c'était cool, ouais. Ouais, c'est un bon souvenir. Ouais. Tu les as tous rattrapés sur le marathon, du coup, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la tête de la course après parce qu'en fait, tout le monde était... il y avait un gars qui a crevé, qui est reparti, qui a pris une pénalité parce qu'il avait jeté sa cartouche de CO2. Après, ça fait partie de la course. Hein. Et en fait, tout le monde était cuit. J'ai pris les rênes de la course jusqu'à l'arrivée. Sauf que j'ai eu un petit problème mécanique à 5 km de l'arrivée où mon groupe électrique a pris l'humidité et du coup je me suis retrouvé sur le gros braquet alors qu'il y avait une bosse de 20-25% sur à la bonne nouvelle. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur le 55-11. Ouais, 20-25% à peu près. Ouais, non, 35%. C'était un angle droit, c'était un escalier. Du coup, j'ai monté la bosse à côté du vélo. Donc, du coup, les gens qui étaient derrière moi, les deux athlètes qui étaient derrière moi m'ont doublé. Et en fait, là, j'ai eu une montée d'adrénaline qui m'a bien énervé. Et en fait, je pose le vélo à 1 minute 08 de la tête à la fin du vélo. Et en fait, je les récupère au kilomètre 3. En fait, je suis parti un peu à fond pour les rattraper. Je me suis dit, faut que je les rattrape et je les gère. En fait, j'ai continué à courir aussi vite jusqu'au semi. Je passe le semi en 1h20, entre 1h20 et 1h25, je ne sais plus exactement. Et du coup, et après, du coup, je me suis calmé parce qu'on ne peut pas courir longtemps comme ça. Mais j'avais 9 minutes d'avance au moment où je gagne. Et en fait, j'étais persuadé qu'ils étaient juste derrière moi. J'avais des crampes de partout. Je voulais surtout pas m'arrêter. C'était en fait psychologiquement sur un Ironman, je pense que tout le monde sera d'accord, mais on passe psychologiquement par des états de super bien au fond du trou et en fait même quand tu es en tête d'une course, c'est le cas. Et ouais, c'est compliqué à gérer tout ça. Et après, quand tu passes la ligne, en fait, j'ai compris que j'allais gagner quand j'ai vu l'arche d'arrivée à 100 mètres devant moi. Et là, c'était un souvenir mémorable. Je m'étais dit que je rêvais de prendre une champagne shower sur un podium une fois dans ma vie. Et puis, le seul podium que je fais sur le label Ironman, c'est une victoire pour l'instant. Donc, c'était super. Et c'était la course qui t'a donné la qualif à Hawaï? C'est ça, oui. Ouais.
Bah, du coup, maintenant, le système de qualification fait qu'il faut gagner un Ironman ou alors être bien placé et que le premier ou les gens devant toi aient déjà le slot. En fait, maintenant, c'est comme les amateurs, les groupes d'âge, en fait. Maintenant, le système de qualification, donc sachant qu'il y a une, voire peut-être 2 qualifications par course, ça dépend des courses. Donc voilà, c'est compliqué maintenant de s'y qualifier. Ouais, j'ai cette chance. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait plus de slots avant ? Avant, c'était un système de points. Je sais pas, j'ai pas trop connu. Moi, mais... Ah, et donc tu pouvais cumuler plusieurs courses, plusieurs points. En fait. Les alphes comptaient, les irons, donc voilà, c'était. En fait, il fallait marquer des points, ils prenaient les 50 meilleurs au classement. Et ça laissait, on va dire. Maintenant, si tu es un top, tu fais 1 ou 2, tu as ta qualif. Si tu es, on va dire, la gamme en dessous, tu marquais des points sur plusieurs courses et tu pouvais avoir ta qualif avec le nombre de courses que tu faisais. Et c'était, on va dire, proportionnellement plus facile pour moi à l'époque que maintenant, parce que maintenant, les courses, c'est difficile et ça va de plus en plus vite. Donc, de dire j'y vais, je gagne et j'ai mon slot, c'était un peu plus compliqué. Et moi qui aime bien courir, c'était un petit peu moins difficile avant, quoi. Ouais. Ouais, tu pouvais enchaîner les courses, t'étais pas obligé d'en gagner une forcément. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais. Ok. Et Thibaut, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager également ? Une anecdote avec Cyril, on va dire, au championnat de France, au dernier championnat de France en 2020, la seule course de la saison en fait. Anecdote, c'est que comme on disait, vous avez fait un podcast avec Arnaud Grandjean, on part 3 minutes 21 après les non-voyants. Donc on y avait un binôme français qui a fini 3e au championnat d'Europe et 4e au dernier championnat du monde qui partait 3 minutes 21 devant nous. Et donc à l'époque on se disait que ça semblait très compliqué de les rattraper sur une distance sprint, sachant qu'il y avait que 18 km à vélo. Et à la fin à T1 on nous annonce qu'on a repris déjà 1:40 et donc on part sur le vélo à bloc. Et à la fin du premier tour, ils nous annoncent qu'on a récupéré déjà 50 secondes, je crois. Donc très content et on arrive à la fin du deuxième tour juste derrière eux et on les double juste avant de poser à T2. Et là on part et là au bout d'une borne, j'étais cramé de chez cramé. Et arrêté de me parler en me disant t'inquiète pas, relâche-toi, ça va le faire, etc. Et en fait, l'autre binôme est revenu. Et en fait, pendant 4 bornes, ça a été un peu un mano à mano entre les deux binômes. C'était sympa, surtout qu'on s'entend très bien avec ce binôme-là. Donc, on vit pas mal de choses dans l'entraînement et en course, on n'avait jamais vécu un truc comme ça. Et à 800 mètres de la ligne, il y avait une bosse. Et c'est là que j'ai pu attaquer et ça. Et en doublant, Cyril, il me dit t'es sûr. Et en fait, en arrivant en haut de la bosse, on prenait vent de face. Donc s'ils arrivaient à se mettre derrière nous, ça semblait un peu compliqué. Et en fait, je me sentais bien, donc j'ai pu accélérer. Et puis c'était cool. On a fini la course avec, je crois, 10 secondes d'avance. Et juste avant la course, je disais à Cyril, moi, j'avais jamais gagné une course en individuel et tout ce que j'avais fait tout seul, j'avais des fois fini 2e, 3e, etc. Et du coup, c'était une bonne finalité que de gagner et une belle émotion à l'arrivée de pouvoir remporter ce titre pour notre première participation au championnat de France. Ouais, et puis bon, les autres costauds, c'est les meilleurs Français, 3e aux Europes. Il y avait nos familles au bord de la route. C'était parfait. Après, mes collègues évoquaient le fait que je disais t'es sûr que j'étais cramé. Hein, merci les gars de croire en moi comme ça. Mais non, c'était que tactiquement, en fait, vu que Thibaut avait eu du mal au début, on s'est calé derrière dans toutes les parties où il y avait du vent pour qu'il récupère bien, etc. Et j'avais pas l'impression qu'il était frais. En fait, il a bien fait semblant jusqu'au dernier moment d'être complètement cuit. Et en fait, il a mis une attaque vraiment tranchante. Et j'avais peur que ce soit pas assez tranchant et que les autres suivent et que ça finisse mal, quoi. Mais non, tactiquement, c'était très bien joué. Ouais. Un bon bluffeur. Ouais, j'ai appris un bon bluffeur. Stratégique.
Mais joueur de poker. Thibaut a des capacités de vitesse qui sont vraiment très, très impressionnantes, que ce soit en natte, en course à pied. On a fait une séance sur un rond-point d'une séance de 400 mètres. Bah, clairement, il nous a tous déposés sur la fin, quoi. Et sachant qu'il est malvoyant et nous, on voit la piste, c'est vraiment très impressionnant de pouvoir courir aussi vite. Il se connaît après, c'est sûr, mais quand on n'a pas de repère, moi, on me met des lunettes pour mal voir, je pense que j'y arriverai pas, quoi. Quand on te demande de courir une 5 sur un 400, moi, déjà, en normal, je suis cassé pour le faire, mais lui, il le fait tranquille en fin de séance. Ça, il faudra le couper au montage parce que... Avec le sourire. Solide. Merci pour ces belles anecdotes. Peut-être pour finir cette interview, on se demandait si finalement avec tout ça et ces 38 heures d'entraînement, si je me trompe pas, vous avez eu le temps de décompresser un petit peu, faire un peu la fête ou boire un peu de bière quand même dans tout ça. Même pas. Pina colada plutôt. Non, mais ouais, on boit régulièrement une petite bière ensemble. Ça, c'est vraiment pas un souci. Après, faire la fête, non, clairement, pas trop la place pour ça dans ce genre de fête. Ça tombe bien, on a une question traditionnelle dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est on demande la bière préférée. Alors Cyril, tu nous l'avais déjà donné, tu peux en changer. Je me rappelle plus de tête ce que tu nous avais distillé, mais... Plutôt bière blanche, mais je suis pas trop difficile sur la bière. Romain? Moi, je suis pas bière du tout. Donc, il est vin blanc, ouais. Vin blanc? Ouais. Bon, Arnaud, ça va être une bière bretonne? Ouais, si on parle en bière commerciale qu'on trouve dans les centres commerciaux, je dirais la DSP, j'aime bien ça, c'est pas mal. Et sinon, après, vraiment la bière que j'aime bien, c'est la Térénaise. C'est une bière qui est faite à côté de chez moi, une bière bretonne qui est vraiment très très bonne. Et on prend de la blonde, de la rouge, de la blanche, et c'est ça qui est. Et la bière de Noël, c'est vraiment celle que je préfère. Ok. Et Thibaut? Moi, je dirais que la bière que j'ai faite, la bière que je préfère, c'est la bière que j'ai faite. Donc, j'ai fait la bière chez un brasseur à Paris, c'était cool. Je l'ai appelée la Bigleuse. Donc, petite réponse. Génial. Disponible depuis. On a la pêche là. Celle-là, on va pas la louper. Hein. Non, sinon j'aime toutes les bières. J'aime bien les bières blanches, surtout quand il fait bon. Et sinon, en coupure, une petite chouffe qui cogne un peu, mais en coupure. Avec modération. Voilà. Et t'en prends pas deux de la chouffe. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, pour ce partage d'expérience et de votre stage. Et merci à David pour l'organisation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout le monde autour de la table. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut suivre justement vos actus sur Cyril Vieto, 25 000 followers sur Facebook. Et là, oh là là. Le gars... Vous imaginez 1 euro par follower, mais il est blindé au place. Non, vous êtes tous présents sur Facebook, sur Instagram. On peut regarder un petit peu vos actus. Voir un peu... Pour ma part, Strava aussi. Oui, je partage tout. Je mesure tout par rapport aux autres. C'est la course tout le temps. Non, c'est pas vrai. Non, je partage tout là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui cache quoi que ce soit. Donc, les réseaux sociaux, après, je pense comme tout le monde, maintenant, ça fait partie un peu du métier, on va dire, quoi. Et si tout se passe bien, Grand Canaria, Challenge Grand Canaria le 24 avril. 24 avril, on va suivre, tout ça. Avec plaisir. Et nous, Geoffroy, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Ah, ma question favorite. Nous, on peut nous retrouver sur Strava aussi, avec PPTC-tri. Sur Instagram, bien sûr, PPTC_tri. On est pas loin des 25 000 aussi fans. C'est pour bientôt. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera. N'hésitez pas à noter le podcast aussi, à mettre 5 étoiles, hein, si possible, sur Apple Podcast. Et à partager un maximum. Et n'oubliez pas que. Tout à fait. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est le club, bien sûr. C'est le club, bien sûr. Merci beaucoup, messieurs, pour cette
Merci. Bonne fin de stage. Et Kenavo, exactement. Et bon JO. Bravo avec Charles. Merci. On dit merci qui? J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.